Pour un pilote, peu de choses seraient plus terrifiantes que de tomber en panne de carburant en plein vol. Mais c'est exactement ce qui est sur le point d'arriver à ce Boeing. L'équipage du 737 s'apprête à entamer la 7e approche après en avoir effectué 6 éprouvantes. Comment cela a été possible et ce qui a mené à cette situation, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui, alors restez avec moi. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle du vol Jet Airways 555. Et c'est en fait l'une des histoires les plus folles que j'ai jamais rencontrées. C'est une histoire de communication, de malchance et de mauvais timing dans une certaine mesure, mais aussi de prise de décision et de la façon dont une seule décision peut potentiellement avoir des conséquences dévastatrices par la suite. L'incident a eu lieu le 18 août 2015 et l'avion impliqué est un Boeing 737-800 exactement du même type que celui que je pilote. L'équipage était assez expérimenté. Le commandant de bord avait 40 ans et comptait un peu moins de 6700 heures de vol dont la majorité sur le 737. Il était assisté par un copilote légèrement moins expérimenté. Il avait un peu moins de 1500 heures de vol au total et environ 580 heures sur ce type d'appareil. Ils avaient tous les deux travaillé ensemble la veille du 17 août lorsqu'ils avaient volé de Cochin en Inde vers Doha. Puis ils y ont passé la nuit. Ils étaient parfaitement reposés le 18 août, le jour de l'incident. Le vol prévu était un vol de nuit. Ils se sont donc retrouvés à 18h30 UTC, ce qui correspond à environ minuit heure locale, et ils ont commencé la préparation avant vol. La météo sur le trajet semblait absolument bonne, mais la météo à leur destination semblait potentiellement un peu brumeuse. Cependant, leurs données météorologiques de planification étaient assez obsolètes. La publication datait de 9 heures UTC, soit près de 15 heures auparavant, mais restait valide. Elle indiquait une visibilité à la destination, Cochin, d'environ 4000 mètres, avec un vent léger venant du nord. Et des nuages épars à 1500 pieds, et des nuages fragmentés à 9000 pieds. Donc c'est un temps plutôt bon. Leur aéroport de dégagement, Bangalore, offrait de meilleures conditions météo, avec une visibilité de 8 km. Des vents venant de 290 à 10 nœuds, quelques nuages épars à 1200 pieds, et des nuages fragmentés à 8000 pieds. Donc, c'était une situation météorologique parfaitement bonne pour l'époque. Lorsque nous avons une prévision météorologique qui indique qu'au moment de notre arrivée, plus 1 heure avant et 1 heure après, la météo sera suffisamment bonne pour que nous puissions atterrir. En utilisant les aides à l'approche à destination, un seul aéroport de dégagement est nécessaire. Maintenant, l'aéroport de dégagement doit avoir une météo légèrement meilleure que notre destination. C'est juste pour avoir une marge de sécurité, en cas de déroutement. Ce que nous faisons, c'est que nous regardons les meilleures aides à l'approche possible à notre aéroport de dégagement, puis nous passons à la deuxième meilleure aide à l'approche. Nous veillons à ce que les conditions météorologiques permettent toujours d'utiliser cette approche. Dans ce cas, l'équipage a regardé la météo et ils ont estimé que oui, c'était suffisant. Nous n'avons pas besoin de 2 aéroports de dégagement ni d'analyser cela en détail, donc nous pourrions potentiellement prendre le carburant minimum pour venir ici. Mais le commandant de bord a regardé la météo d'un peu plus près et a vu que même si elle était meilleure que le minimum requis, ce n'était quand même pas idéal. Il y avait encore un peu de brume là-bas et chaque fois qu'il y a de la brume, il y a toujours un risque qu'elle se transforme en brouillard ou que ce soit pire qu'anticipé. Alors il s'est dit, prenons un peu plus de carburant pour nous permettre de patienter un peu lorsque nous serons au-dessus de Cochin. Ils ont donc consulté leur plan de vol et calculé la quantité exacte de carburant nécessaire en fonction de celui-ci. Ici, il est très important pour vous de comprendre comment nous calculons réellement notre carburant minimum avant le départ. Dans le cas de Jet Airways, ils ont d'abord ajouté le carburant de roulage. Le carburant de roulage était d'environ 180 kg calculé sur une consommation d'environ 12 kg par minute. Cela leur donnait 15 minutes de roulage, ce qui est raisonnable. Ensuite, j'ai ajouté le carburant de trajet, calculé depuis le lâcher des freins pour le décollage, la montée, la procédure de départ standard aux instruments, puis la montée jusqu'au niveau de croisière. Tout le vol jusqu'au début de la descente elle-même et y compris la procédure d'arrivée standard. Et ensuite, 240 kg pour la phase d'approche jusqu'à l'atterrissage. Dans ce cas, le carburant de trajet était de 11 112 kg, soit 4 heures et 7 minutes. En plus de cela, nous ajoutons également ce qu'on appelle le carburant de réserve, et c'est exactement ce que cela signifie. C'est pour les imprévus. Donc, il se peut qu'il y ait un orage sur la route que nous devons contourner ou quelque chose de ce genre. Cela représente généralement au moins 5% du carburant de route,
Dans ce cas, cela représentait 556 kg ou 14 minutes. Enfin, nous ajoutons le carburant de dégagement, comprenant la remise de gaz à destination, une montée initiale jusqu'à 1500 pieds, puis la procédure de départ standard aux instruments, la montée, la croisière, ensuite la descente vers notre aérodrome de dégagement, suivi d'une autre approche. Dans ce cas, le carburant était prévu pour Bangalore et ils avaient besoin de 2178 kg pour cela. Cela représentait environ 44 minutes de vol. La dernière quantité de carburant à ajouter pour obtenir le minimum légal au départ est notre carburant de réserve finale. Le carburant de réserve finale doit nous permettre de voler à 1500 pieds au-dessus de notre aérodrome de dégagement pendant minimum 30 minutes. Dans ce cas, c'était 1128 kg. Jet Airways avait aussi ajouté 1 heure de consommation d'APU, soit 105 kg. Et au total, cela a conduit à un carburant minimum absolu, selon Jet Airways, de 15 295 kg pour ce vol. Comme mentionné, le commandant de bord a décidé d'ajouter 750 kg de carburant, soit environ 19 minutes de vol supplémentaire. Et ensuite, il a arrondi le carburant total à la centaine la plus proche, pour arriver à 16 100 kg de carburant, ce qui était largement au-dessus du minimum requis pour ce vol. Après avoir décidé de la quantité de carburant à emporter, l'équipage a commencé à examiner tous les autres documents de préparation. Et le copilote a porté un vif intérêt aux NOTAMs. Ce sont des documents qui indiquent si quelque chose fonctionne ou ne fonctionne pas à la destination, à l'aéroport de dégagement, ainsi qu'à l'aéroport sur la route. Et son attention aux détails va devenir importante dans cette histoire. Une fois les pilotes satisfaits de leur préparation avant vol, ils ont rejoint leurs 6 membres d'équipage de cabine qui volaient avec eux ce jour-là. Puis, ils sont tous sortis ensemble vers l'avion et ont commencé à le préparer pour le départ. Ils ont embarqué leurs 142 passagers prévus pour le vol à destination de Cochin. Le commandant de bord serait le pilote en fonction pour le vol et le copilote le pilote surveillant. L'avion, un Boeing 737-800 de 3 ans, était entièrement opérationnel et sans problème. Les pilotes ont fini leur préparation avant vol. Ils ont reçu l'autorisation de pushback et de mise en route, puis ont démarré vers la piste pour le départ. À 19h37 UTC, soit environ 10 minutes après 1 heure, heure locale, l'avion a décollé de Doha et a commencé à voler en direction de Cochin en Inde. La montée et la croisière de ce vol se sont déroulées sans incident. Et à 23h UTC, soit environ 4h30 du matin à Cochin, l'équipage a contacté le contrôle aérien de Cochin pour obtenir les dernières informations météo. Le contrôleur aérien a signalé un temps agréable à Cochin. La visibilité était de 3500 mètres dans la brume, quelques nuages à 1500 pieds et des vents légers. C'était donc plus ou moins exactement ce à quoi les pilotes s'attendèrent. Le commandant de bord a donc commencé à préparer une approche ILS standard sur la piste 27 à Cochin, et cette approche est ce que nous appelons une approche en procédure complète. Cela signifie qu'au lieu d'être guidé par radar vers l'approche finale, avant l'atterrissage, l'équipage devait survoler un VOR, une aide à la navigation située près de l'aérodrome. Et ensuite, il devait s'éloigner à une distance précise avant de pouvoir tourner et rejoindre la procédure ILS. 48 minutes plus tard, à 23h48, l'avion est arrivé au VOR de Cochin et a commencé l'approche. À ce moment-là, il disposait d'environ 4844 kg de carburant, ce qui était bien plus que leur carburant minimum de déroutement vers Bangalore. L'équipage a commencé à ralentir l'avion conformément à la procédure, ils ont commencé à sortir les volets et à compléter leur checklist d'atterrissage. La visibilité minimale pour cette approche était de 650 mètres, le point le plus bas, avant de devoir remettre les gaz. Une remise de gaz était prévue à 320 pieds, l'équipage ne s'attendant à aucun problème vu les conditions météo reçues. Mais en descendant sur le plan de descente, il devenait de plus en plus évident que les conditions météorologiques étaient en réalité bien pires que prévu. Et lorsque le commandant de bord a atteint les minima à 320 pieds, il ne voyait rien du tout, alors il a effectué la première remise de gaz. Après la remise des gaz, l'équipage est entré dans un circuit d'attente au-dessus du VOR de Cochin, et ils ont alors commencé à discuter de la suite des opérations. Ils avaient 4699 kg de carburant à bord, et le carburant minimum de déroutement vers Bangalore était de 3306. Ils avaient donc encore beaucoup de carburant. Ils savaient que la météo à Bangalore était bonne et qu'ils disposaient d'une approche ILS fonctionnelle là-bas.
Mais ils ont alors commencé à examiner les autres aéroports de dégagement qui étaient un peu plus proches, pour voir s'ils pouvaient éventuellement changer leur aéroport de dégagement pour l'un d'entre eux. Afin de leur donner encore plus de marge de carburant pour éventuellement effectuer une ou deux approches supplémentaires à Cochin, les deux aéroports de dégagement envisagés étaient Coimbatore, le plus proche, et Trivandrum, légèrement plus éloigné. Lors d'une discussion, le copilote a averti le commandant de bord d'être prudent à Trivandrum. Parce que même si normalement il y a une approche ILS là-bas, l'approche ILS était hors service pour maintenance depuis environ une semaine. Donc ils n'ont que des approches non précises et une approche VOR à Trivandrum. Le commandant de bord a pris note des conditions météorologiques à Trivandrum. Et la visibilité annoncée était de 3000 mètres, ce qui était largement au-dessus du minimum requis pour une approche VOR sur cet aérodrome. Le commandant de bord était confiant pendant qu'il discutait et préparait la seconde approche sur la piste 2-7 avec deux Boeing 737 d'Air India Express devant eux en finale. Le premier a réussi à atterrir et à signaler qu'il pouvait voir la piste à environ 1400 pieds, mais qu'il y avait de bas nuages se déplaçant autour de l'aéroport. Le second, Air India Express, a dû remettre les gaz. Alors, lorsque le vol Jet Airways 555 a entamé sa seconde approche, le contrôleur aérien de Cochin est intervenu et leur a indiqué que la visibilité était maintenant de 2500 mètres et qu'il y avait de bas nuages à environ 600 pieds. La seconde approche s'est déroulée exactement comme la première, les pilotes atteignant les minima sans avoir le moindre signe de la piste devant eux. Ils ont alors effectué leur deuxième remise de gaz et sont de nouveau entrés dans le circuit d'attente au-dessus de Cochin. Le carburant était maintenant de 3919 kg, ce qui restait supérieur au minimum de 3306 kg. Ils devaient se dérouter vers Bangalore, mais le commandant souhaitait désormais redésigner leur aérodrome de dégagement vers Trivandrum à la place. Parce que s'il faisait cela, cela lui donnerait environ 20 minutes de plus qu'il pourrait utiliser pour effectuer une troisième approche vers Cochin. Le copilote n'était pas très satisfait de cela. Il a fait remarquer au commandant de bord que la météo empirait en réalité, et non l'inverse, et que le soleil était sur le point de se lever. Cela compliquerait davantage la visibilité à travers la brume. Le commandant de bord a rappelé qu'ils avaient Coimbatore comme aéroport de dégagement, plus proche que Trivandrum, mais ils n'ont pas pris les informations météo pour Coimbatore. À minuit 26 secondes, l'équipage du vol Jet Airways 555 a informé le contrôle aérien qu'il redésignait désormais Trivandrum comme aérodrome de dégagement principal. Et c'est ici que vous devez porter une attention particulière à la prise de décision. Car jusqu'à présent, les décisions prises par ces deux pilotes sont tout à fait semblables à celles de n'importe quel autre équipage. Ils ont décidé de prendre un peu plus de carburant parce qu'ils ont vu que la météo était un peu incertaine à Cochin. Ils ont ensuite effectué le vol. Lors de la première approche, ils ont effectué une remise de gaz et sont entrés en circuit d'attente. Après avoir discuté du carburant, ils ont tenté une deuxième approche qui a aussi mené à une remise de gaz. Ils sont maintenant en attente discutant de la suite. Et vous pouvez voir comment le commandant de bord raisonne, n'est-ce pas? Il a discuté avec le contrôleur aérien qui lui a donné de bonnes conditions météorologiques. Il a également écouté certains comptes rendus de pilotes, à la fois d'avions qui étaient en approche mais aussi sur la piste. La visibilité est généralement de 3000 mètres. Cependant, des nuages en mouvement peuvent influencer cette estimation. Malgré leur malchance lors des deux premières tentatives où ils ont seulement traversé quelques nuages, ils vont réussir à poser cet avion au sol à la troisième tentative. Mais pendant qu'il pense ainsi, il est aussi en train de se mettre dans une situation délicate. Il a de moins en moins d'options qui s'offrent à lui, et cela va conduire à des choses assez folles qui vont arriver ensuite. Alors, après ce court message de mon sponsor, je vais tout vous raconter. Saviez-vous qu'en vous connectant à un Wi-Fi public, des hackers pourraient accéder à vos données et voler votre identité? Effrayant, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'utilise NordVPN, le sponsor d'aujourd'hui, parce que je veux m'assurer que chaque fois que je navigue sur Internet, mes emails personnels, mes informations bancaires et tout le reste sont en sécurité. Il suffit d'un clic. Ouvrez la carte, sélectionnez le serveur à utiliser, cliquez dessus et vous êtes connecté. C'est aussi simple. Ils ont effectué des mises à niveau importantes, notamment la nouvelle protection contre les menaces et le double VPN pour une expérience en ligne plus fluide. Fini le bridage de la bande passante ou les publicités agaçantes. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités anti-malware, NordVPN est désormais plus qu'un simple VPN. C'est désormais un outil de cybersécurité vraiment puissant. Pour une navigation Internet sécurisée avec une offre exclusive, NordVPN vous donnant une réduction incroyable.
Utilisez le lien nordvpn.com/pilote mentionné dans la description ci-dessous. Et vous n'avez rien à perdre car NordVPN offre une garantie de remboursement complète de 30 jours. Maintenant, retour à la vidéo. L'équipage commence maintenant à se préparer pour leur troisième approche sur la piste 27 et pendant qu'ils le faisaient, un autre vol, le vol Koweït 329, a remis les gaz devant eux. Cela a poussé le contrôleur aérien à mettre à jour la météo avec une visibilité de 2000 mètres et des nuages épars à 400 pieds. Le contrôleur aérien a questionné l'équipage de Jet Airways sur leurs intentions. Le commandant a indiqué qu'en cas d'approche interrompue, il demanderait une déviation directement vers Trivandrum. Le contrôleur aérien leur a communiqué les dernières données météo pour Trivandrum. Visibilité de 3000 mètres et nuages couverts à 1500 pieds. C'était toujours parfaitement acceptable pour l'approche VOR. L'équipage a donc entamé sa troisième approche avec exactement le même résultat. Ils sont descendus jusqu'au minima, n'ont rien vu et ont effectué leur troisième remise de gaz de la journée. Lors de la remise des gaz, le contrôleur leur a demandé de monter à 4000 pieds, puis de tourner à gauche pour rejoindre le radial 180 de Cochin et de poursuivre vers Trivandrum. L'équipage a accusé réception et a commencé à suivre la route qui leur avait été autorisée. À ce moment-là, ils avaient environ 2644 kg de carburant et le carburant minimum de déroutement vers Trivandrum était de 2614 kg, donc ils étaient pratiquement juste sur leur carburant minimum de déroutement. Ils ont demandé à monter à 21 000 pieds, au niveau de vol 210, et alors qu'ils recevaient l'autorisation de monter, ils ont reçu un bulletin météo actualisé de Trivandrum où la visibilité avait maintenant commencé à descendre à 2500 mètres. À 1h02 UTC, soit 6h30 heure locale. L'équipage de Jet Airways est entré en contact avec le contrôle aérien de Trivandrum. Le contrôle aérien de Trivandrum leur a indiqué qu'ils pouvaient s'attendre à une approche VOR sur la piste 1-4 et que la visibilité était maintenant descendue à 1500 mètres. Et c'est un problème car la visibilité minimale requise pour commencer l'approche VOR sur cette piste était de 2100 mètres. Le commandant de bord a demandé s'il y avait des feux d'approche et de piste à haute intensité disponibles pour lui, parce qu'il voulait utiliser ce qu'on appelle la visibilité MET convertie afin de commencer l'approche. La visibilité MET convertie est essentiellement un outil dont nous, les pilotes, disposons lorsque nous volons sans accès au RVR approprié. Nous n'avons que la visibilité météorologique rapportée et c'était le cas ici. Parce que si, par exemple, vous pouvez voir 500 mètres de visibilité normale, mais si vous regardez une lumière très puissante, il est très probable que vous puissiez voir cette lumière à une distance bien plus grande, donc, surtout pendant les heures d'obscurité, nous pouvons en fait utiliser un tableau pour convertir la visibilité rapportée en visibilité MET convertie et ainsi obtenir une valeur de visibilité plus élevée qui nous permet de commencer une approche. C'est ce que le commandant de bord tentait de faire. Sur cette piste, cela n'était pas disponible, donc notre contrôleur aérien a refusé. Nous n'avons qu'un simple système de feu d'approche à haute intensité. Néanmoins, le commandant de bord a effectué la conversion lui permettant de débuter l'approche. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent à devenir un peu floues. L'équipage amorce la descente vers Trivandrum, mais à environ 25 miles de l'aéroport, le commandant réalise qu'il est trop haut pour débuter l'approche. Cela pourrait être parce qu'il s'attendait à effectuer une arrivée procédurale complète, mais a commencé à recevoir des vecteurs radars pour l'approche. Mais, dans tous les cas, il a dû effectuer un virage à 360 degrés pour perdre de l'altitude, ce qui a aussi consommé du carburant. Après cela, l'équipage déclare carburant minimum au contrôleur aérien. Carburant minimum est la première étape d'un processus en plusieurs étapes indiquant qu'ils ont un problème de carburant et carburant minimum n'est pas un appel d'urgence. Mais cela indique au contrôleur aérien que cet avion a réduit son aéroport disponible à un seul et que toute modification de leur autorisation actuelle pourrait conduire cet avion à atterrir avec moins que la réserve finale de carburant. Et chaque fois qu'un équipage constate qu'il va atterrir avec moins que la réserve finale, il doit déclarer une urgence, ce qui est l'étape suivante de ce processus. Le contrôleur aérien a accusé réception du message et a autorisé l'équipage à effectuer une approche VOR sur la piste 1-4 et il les a également autorisés à atterrir sur la piste 1-4 avec une visibilité de 2000 mètres. À 1h19 UTC, le vol 555 de Jet Airways atteint son altitude minimale de descente lors de l'approche VOR, sans être en mesure de voir la piste.
Cela implique maintenant leur quatrième remise de gaz de la journée. Quand ils appuient sur les boutons Take-off, Go Around, il ne leur reste plus que 1324 kg de carburant et rappelez-vous que la réserve finale de carburant n'est que d'environ 1300 kg. Cela signifie que 40 secondes après avoir initié la remise de gaz, ils lancent maintenant un Mayday, 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 carburant VolJet Airways 555. Lorsqu'une urgence carburant est annoncée, cela ouvre toutes les pistes, aéroports et approches disponibles pour l'appareil ayant déclaré l'urgence. Cela inclut aussi les aéroports militaires. Après avoir déclaré l'urgence, le commandant de bord demande au contrôleur aérien s'il peut effectuer une approche à vue pour la piste 1-4. C'est à ce moment-là que les choses commencent à devenir vraiment folles. Souvenez-vous, ils viennent de faire une approche VOR vers la piste 1-4, mais n'ont pas eu assez de visibilité pour atterrir. Donc, pour pouvoir effectuer une approche à vue, comme son nom l'indique, vous le faites visuellement, vous devez voir toute la piste et son environnement de manière claire. Pour réaliser une approche à vue en toute sécurité sans aucune aide à la navigation, une approche à vue permet de réaliser une approche plus serrée pour gagner du temps et économiser du carburant. Mais des conditions météo exceptionnelles sont requises pour y parvenir et ils n'en bénéficient pas actuellement. À ce stade, le commandant de bord commence à paniquer, craignant de ne pas avoir suffisamment de carburant pour voler en toute sécurité. Une procédure complète d'approche VOR et il veut simplement poser l'avion au sol. Mais d'un autre côté, il ne voit pas la piste, donc cela n'a aucun sens. Quoi qu'il en soit, il stabilise l'avion à environ 1000 pieds au-dessus du sol, ce qui est plus bas que ce que nous ferions normalement lors d'une approche à vue. Il poursuit ensuite en vent arrière jusqu'à se retrouver approximativement à la verticale du seuil de la piste 1-4 et lorsqu'il passe ce point, il contacte le contrôle aérien pour leur annoncer qu'ils entament maintenant leur branche de base pour la piste 1-4. Le contrôleur aérien leur signale qu'ils viennent de dépasser le point au niveau du seuil, confirmer avoir la piste en vue, indiquant que le contrôleur pense de même. Ils sont beaucoup trop proches pour effectuer le virage à 90 degrés afin de s'aligner sur l'axe final. L'équipage accuse réception, descend à 500 pieds puis tourne en direction de l'aéroport. Mais comme ils ne voient pas correctement l'aéroport, ils se retrouvent à droite de l'axe central et beaucoup trop bas. Et une fois qu'ils s'en rendent compte, lorsqu'ils voient enfin la piste, le commandant vire brusquement à gauche, ce qui déclenche une alerte d'angle de roulis et en entendant cette alerte, il remet les gaz pour la 5e fois. Ils n'ont maintenant plus que 898 kg à bord. Et le commandant de bord demande à nouveau s'il peut effectuer une autre approche à vue pour la piste 1-4 car il est en situation d'urgence. Le contrôleur aérien approuve à nouveau. Il stabilise l'avion à 1000 pieds et reçoit un nouveau rapport de visibilité du contrôleur aérien de Trivandrum indiquant qu'ils ont maintenant une visibilité de 2000 mètres. Ce qui est bien trop bas pour ce qu'il est en train de faire. Il continue néanmoins sa descente, amorce son virage de base bien trop tôt et descend jusqu'à 500 pieds en branche de base. Et une fois de plus, il se retrouve dans une position où il n'est pas aligné avec la piste et il est trop haut, ce qui entraîne une incroyable 6e remise de gaz de la journée. Le carburant est désormais à 662 kg, la situation devient extrêmement critique. Si l'avion n'atterrit pas dans les 10 à 12 prochaines minutes, il sera à court de carburant. Le commandant de bord en est conscient. À cause de cela, il informe maintenant le contrôle aérien et son collègue qu'au lieu d'effectuer un nouveau circuit pour la piste 1-4, il a l'intention de faire un virage de 180 degrés pour atterrir sur la piste opposée, la piste 3-2, ce qui serait légèrement plus rapide. Le problème, bien sûr, c'est qu'il est toujours dans les nuages. Il ne voit rien. Il prend donc le contrôle de l'avion, vire légèrement à gauche pour élargir un peu le virage, puis commence à tourner à droite pour rejoindre l'approche finale. Pendant qu'il fait cela, la première alerte EGPWS retentit. Terrain, terrain. Une voix dit terrain, terrain, redressé. Le pilote répond à ces deux avertissements en disant à voix haute qu'ils sont en visuel avec le terrain en dessous d'eux. Et le copilote tend la main et inhibe le système d'alerte de proximité du sol. À 1h38 et 6 secondes, le copilote regarde le commandant et lui demande « Tu sais où c'est ?» Le commandant de bord répond « Je vole à l'aveugle ». Il continue ensuite à descendre vers la piste. L'alarme d'angle de roulis se déclenche à plusieurs reprises. La plus récente a lieu à 50 pieds au-dessus de la piste et à 1h39, ils ont réussi à atterrir en toute sécurité sur la piste 3-2.
L'avion est intact, les passagers et l'équipage vont bien et ils roulent jusqu'à l'aéroport. La quantité totale de carburant enregistrée à bord après l'arrêt des moteurs à la porte était de 349 kg. Pour vous donner une idée, l'avion consomme normalement environ 40 à 50 kg de carburant par minute et environ le double lorsqu'il est en régime de montée. Parce que les pilotes avaient déclaré une urgence, l'enregistrement vocal du cockpit a été préservé et envoyé à l'équipe d'enquête. Et cela, avec le rapport de sécurité que l'équipage a rédigé, a servi de base au rapport d'incident dont je viens de vous parler. Mais après que l'enregistreur vocal du cockpit ait été retiré et remplacé, l'équipage de ce vol a simplement ravitaillé l'avion et est reparti vers Cochin le même jour. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre personnellement. Parce que ce qu'ils viennent de vivre, c'est essentiellement une expérience de mort imminente, non? Leur taux d'adrénaline devait être au maximum. Et penser qu'ils seraient aptes à voler sur un second vol le même jour après quelque chose comme ça, c'est tout simplement impensable. L'enquête a conclu que la météo était un facteur évident ayant mené les pilotes dans cette situation. Mais elle a également montré qu'il y avait un manque d'instruction de la part de la compagnie Jet Airways sur la façon dont les pilotes devaient envisager de faire plusieurs approches sur un aéroport où la météo était marginale. Pour vous donner un exemple, la compagnie aérienne pour laquelle je travaille, nous avons une règle qui dit que vous pouvez faire 2 approches sur le même aéroport avec la même météo, mais pour effectuer une 3e approche, il faut que la météo est doublée. Si ce n'est pas le cas, donc si vous êtes toujours dans le même type de conditions météorologiques limites que lors des 2 premières approches, eh bien dans ce cas, vous devez vous dérouter et évidemment, vous voulez vous dérouter vers un aéroport où vous êtes raisonnablement sûr de pouvoir atterrir. Plus précisément, vous voulez vous diriger vers un aéroport où vous disposez, si possible, d'une approche de précision à effectuer. Aller vers un aérodrome de dégagement où la météo est tout aussi marginale que celle de l'aéroport que vous venez de quitter, mais où les aides à l'approche sont moins bonnes, cela vous expose à une situation potentiellement très dangereuse, ce que cet équipage a clairement vécu. Le rapport final a également indiqué que les pilotes ont enfreint plusieurs règles et réglementations au cours de ce vol, ce qui a finalement mis en danger la sécurité de l'équipage, des passagers et de l'avion. Mais je ne sais pas ce qui leur est arrivé, je ne sais pas s'ils ont perdu leur emploi ou s'ils continuent à voler. Ces vidéos ne visent pas à trouver des coupables. Elles permettent de comprendre ce qui s'est passé et comment l'industrie en a tiré des leçons pour renforcer la sécurité. Je souhaite juste faire cela. Cependant, je peux dire que ce rapport final était très mal écrit, omettant de nombreux détails. J'aurais aimé savoir quelle discussion, quelle communication il y avait entre l'équipage de conduite et l'équipage de cabine ainsi qu'avec les passagers, parce que je n'arrive même pas à imaginer le niveau d'inconfort et potentiellement de peur que les passagers ont dû ressentir pendant ce vol, en devant subir 6 remises de gaz lors d'un seul vol. Et si vous étiez passager sur ce vol, n'hésitez pas à me contacter par email. J'aimerais beaucoup avoir votre retour sur cette expérience maintenant. Pour voir une vidéo que vous apprécierez sûrement, regardez celle-ci ou celle-là. Pour soutenir mon travail sur cette chaîne, rejoignez mon équipage Patreon et participez à mon prochain rendez-vous hebdomadaire. J'adorerais vous y voir et vous pouvez aussi vous offrir quelques articles de la boutique. Passez une excellente journée et à la prochaine. Au revoir!